Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine. Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Salut Simon. Antoine Malenfant, salut. Hola. Et Stéphanie Grimard, bienvenue. Allô. J'aimerais briser la glace avec une question un peu originale cette semaine. Si vous pouviez prendre un café avec une figure de l'Ancien Testament, avec qui ce serait? Stéphanie, je commence avec toi. Je pense que ça serait, la première qui me vient en tête, ça serait Sarah, la femme d'Abraham. OK, pourquoi? Bien, elle était infertile. Elle a eu finalement Isaac très tardivement dans sa vie, à 90 ans, il me paraît, en tout cas. Puis, j'irais prendre un café avec elle pour parler de la procréation assistée ou de la gestation pour autrui. Qu'est-ce qu'elle en aurait pensé? Parce qu'elle a eu recours aussi à la gestation pour autrui avec sa servante qui a été enceinte. Bref, une histoire vraiment intéressante qui me pose plusieurs questions. Et toi, Laurence? Moi, j'irais avec Adam et Ève, forme thérapie de couple un peu. C'est essayer de voir comment ça, Ève, elle n'a pas suivi le leadership d'Adam. C'est ça, j'essaierais de voir un peu... Non, mais moi aussi, ce serait Adam et passé. Ève, mais je me disais, parce qu'après tout, c'est mes Ouais, grands-parents. c'est ça aussi, leur Donc, remettre d'en face. c'est de la famille. Adam a suivi le leadership d'Ève. Ouais, Hein, c'est ça. C'était comme une relation où la femme avait Matriarcale. quand même, c'est ça. Je sens qu'on dresse la table pour une très bonne émission. Toi, Antoine, avec qui tu prendrais un Ben, café? Moi, je vais garder le thème là, des mâles alpha parce que je sais que Laurence va en parler aujourd'hui du fameux documentaire. Moi, j'aimerais ça rencontrer une femme qui avait une féminité toxique aux yeux de certains, peut-être. Là. Mais à mon sens, femme alpha. c'est une héroïne, cette Qui femme-là. ça? Elle s'appelle Yael. Elle s'est fait demander, par Dieu probablement, là, d'héberger chez elle le chef de l'armée des Cananéens. Il s'appelait Sisera. Fait qu'elle l'a accueilli sous sa tente. C'était pendant une guerre là, entre les Israélites et les Cananéens. Puis là... Les Cananéens voulant faire une sorte de génocide des Israélites, c'est Ouais, ça? puis elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Elle a hébergé, elle a accueilli le chef de l'armée. Il était fatigué, il s'est endormi. Et est sorti pour garder la tente. Elle a ramassé un piquet de tente dehors. Puis pendant qu'il dormait, il a enfoncé dans la tempe. Tempe. Ouais, un piquet de tente dans la tempe. Ça fait pas du bien, hein? Il est décédé des suites de cette intervention. Puis, et l'armée israélite a gagné la guerre T'es grâce sûr? à Tu veux ça. prendre un café avec elle? Oui! Discuter avec elle de camping, hein? C'est une pro du camping quand même, Yael. Les 3, vous avez choisi une femme, c'est quand même remarquable. Il y en a des femmes cool dans la vie. Il y en a beaucoup. Merci pour vos réponses créatives. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble de garderies à Montréal qui choisissent leurs enfants en partie en fonction de leur culture ou religion. Y a-t-il une place pour des garderies ethniques et religieuses? Nous entendrons aussi l'édito de Laurence Godin-Tremblay sur le documentaire Alpha qui fait quelques amalgames entre masculinisme et christianisme. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une leçon d'éducation du pape François. À l'occasion d'un symposium sur l'éducation au Vatican la semaine dernière, le pape François a pris position contre une uniformisation et une colonisation idéologique de l'éducation. Stéphanie Grimard, quelle serait l'éducation idéale là, selon le Saint-Père? Selon le Saint-Père, oui, bien c'est ça. Donc, il y avait un symposium au Vatican là, il y a quelques jours. Ça avait comme titre « Service Learning et Pacte éducatif global ». Puis c'est à cette occasion-là que le pape il est allé de quelques réflexions vraiment intéressantes. Donc, sa vision de l'éducation, je dirais qu'il y a 3 points qui ressortaient, qui sont fort intéressants. Le premier, c'est de dire que l'éducation n'est pas qu'une seule transmission de connaissances, d'un vase plein à un vase vide. Là. C'est pas que de retenir des formules par cœur puis les répéter comme un perroquet. Le pape dit c'est d'abord c'est surtout une transformation de la vie. Ça va beaucoup plus loin que la simple transmission de savoir qu'on apprendrait par cœur. Ensuite, deuxième aspect, c'est ça, l'idée de service learning. J'ai pas vraiment trouvé de traduction française, mais Apprendre en servant, c'est l'importance du service à la communauté. C'est une approche pédagogique qui intègre cette idée-là de service à la communauté. Il y en a peut-être comme moi qui sont passés par le PEI, là, le Programme d'éducation internationale, ou le BI. Au cégep, puis on avait des services communautaires à faire. Une sorte de bénévolat. Comme un peu chez les scouts, les BA aussi. J'imitais la signature de mes parents. Ah, c'est vrai? C'est pour ça que j'ai mal tourné. Fait que ça aussi, ça s'inspire un peu de Donc, ça. c'est l'idée une bonne éducation devrait mettre en situation de service les jeunes. Exact, c'est ça? exact. Okay.
Puis troisième aspect qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est insister sur l'importance de favoriser, de stimuler la curiosité chez les enfants. On sait qu'un enfant est d'emblée curieux, mais il y a une façon d'encourager ça, de le développer. L'art de poser des questions, ça s'apprend aussi. Fait que le pape insistait beaucoup là-dessus aussi. Le pape dénonçait une éducation qui est de plus en plus idéologique. En tout cas, il est contre les idéologies en éducation, mais plusieurs pourraient lui dire, ouais, mais attends un peu, là, le catholicisme et les religions en général, ce sont aussi des idéologies. En quel sens, selon toi, le pape comprend ce mot-là d'idéologie? Bien, c'est ça, la grande question. Puis à chaque fois qu'on discute de grands thèmes comme ça, il faut se poser la question, bien, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ici? Fait que moi, premier réflexe, on va voir dans l'étymologie, ça vient de logos, qui veut dire science ou discours sur les idées, idéa. Fait que ça peut être vu au départ, en tout cas, comme l'étude des idées, si on veut. Mais là, on va revenir plus couramment là, au sens avec lequel on l'utilise maintenant. Et là, pour ça, moi, je fais toujours référence, j'appelle à l'aide mes amis Robert et Lalande, c'est mes deux dictionnaires de référence. Fait que dans le Robert, on dit, puis tout de suite, on annonce que c'est péjoratif, tu sais, avec le petit italique pège, là. Et Robert dit analyse, discussion sur des idées creuses, philosophie vague et nébuleuse. Puis là, le Lalande précise qu'il s'agit d'une discussion d'idées abstraites qui ne correspondent pas aux faits réels. C'est drôle, je trouve que c'est des définitions un peu creuses et abstraites. Ben oui, en tout cas. Fait que c'est ça, on a déjà une piste ici sur la notion un peu plus péjorative. Puis finalement, bien, il y a celle qui est assez commune, ou en tout cas qui provient du marxisme, donc des années 19e, la fin du 19e siècle. Donc, on pourrait dire, en tout cas, le Robert dit « ensemble des idées, des croyances et des doctrines propres à une époque, à une société ou à une classe ». Fait que ça, c'est assez clair. Mais Lalande amène une autre nuance que je trouve fort intéressante. Pensée théorique qui croit se développer sur ses propres données, mais qui est en réalité l'expression de faits sociaux ou socio-économiques, selon Marx. Donc, celui qui construit cette idéologie-là n'aurait pas conscience du fait que c'est déterminé par des faits sociaux. Fait qu'il y a comme une espèce d'aveuglement, puis ça, encore là, ça peut être vu de façon assez péjorative, mais dernière définition que propose le Robert, c'est système d'idées, philosophie du monde et de la vie. Fait que c'est celle que... Ça, c'est pas nécessairement péjoratif. Exactement. C'est vrai que le christianisme, le catholicisme, c'est un système d'idées qui présente une vision du monde. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, je dis jamais que c'est un système d'idées ou que c'est... Parce que justement, l'idée de système connote toujours les... Aristote avait cette attaque toujours à Platon où il disait que Platon parlait de façon logikos kaikenos, de façon logique et vide. Puis il dit que Platon aussi essayait de sauver les apparences, c'est-à-dire qu'il regardait les faits et au lieu d'ajuster sa théorie aux faits, il ajustait les faits à sa théorie. Là. Donc, c'est une forme d'idéalisme, on pourrait dire. On ne prend pas en compte le réel. C'est ça, exactement. Puis c'est ça qui connote l'idée de système. Moi, je dis qu'il y a une philosophie et qu'il n'y a pas des systèmes philosophiques au sens où il y a une sagesse sur la réalité. Là. Et c'est évidemment pour ça, je pense que le pape François met en garde contre une éducation qui serait soumise ou réduite à une transmission d'idéologie ou incrustée ou... ouais, c'est ça, soumise aux idéologies, parce que les idéologies, bien souvent, là, pour aller dans le sens de Laurence, ça force les faits, ça les fait rendre... Le réel est comme contorsionné, comme ça les ignore. Plié et ignoré pour que le système d'idées soit intact. Et dans ce sens-là, parfois, oui, la religion peut être un système d'idées. On peut être un chrétien ou un catholique idéologue. Tout à fait. Mais je pense que là où le pape va en venir, c'est que le bon, entre guillemets, le bon christianisme, c'est celui qui est basé sur les évangiles et sur la réalité. Et il y a un bon humanisme qui est possible et une bonne éducation qui est possible en tenant compte du réel. Le pape est célèbre pour dire, entre autres, que le réel est supérieur à l'idée. C'est un de ses leitmotifs qu'il répète souvent. Laurence, je t'ai vu moi, réagir. Ce qui me touche beaucoup, j'ai lu l'article sur le pape, là, puis ce qui me touche beaucoup, c'est quand il dit qu'il faut parler aussi simplement. Puis ça, c'est très important, justement, pour ne pas tomber dans des idéologies, parce que finalement, les idéologies se construisent beaucoup dans le langage, dans un langage tellement complexe qu'on finit par oublier le sens des mots. Tu es revenu à l'étymologie tantôt, là. Mais justement, si on ne sait pas l'étymologie des mots, si on ne connaît pas moi, je suis une partisan du grec et du latin, là, mais si on ne retourne pas aux racines, à ce que veulent dire les mots qu'on signifie, là, c'est sûr qu'on se perd dans un vocabulaire abscon et dans les idées, il me semble. Mais c'est ça, pour revenir sur l'idéologie que dénonce le pape, lui, c'est surtout, il y en a un peu contre l'uniformisation, la mondialisation, puis le fait que ça devient soumis à une logique marchande. C'est un peu de ça dont il veut prémunir l'éducation. Ça devrait être à l'abri de ça. Je vais le citer rapidement. Là, cette uniformité cache des formes de conditionnement idéologique qui falsifient le travail de l'éducation en faisant un instrument à des fins bien différentes de la promotion de la dignité humaine et de la recherche de la vérité, qui sont pour lui les grands principes de l'éducation.
Merci. Stéphanie Grimard, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Le documentaire Alpha, présenté lundi dernier à Télé-Québec, suscite la polémique. Or, l'enquête du journaliste Simon Coutu sur les nouveaux masculinistes semble associer ce mouvement au christianisme. Laurence Godin-Tremblay, tu as vu ce documentaire. Est-ce qu'il présente une vision de la masculinité compatible avec le christianisme, selon toi? Non, pas vraiment. Bon, c'est clair. Mais je vais m'expliquer. C'est vrai, Simon, que le documentaire Alpha donne un rôle privilégié à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, ce serait un influenceur des influenceurs masculinistes québécois. Mais sauf que si Jésus a bien un rôle dans le documentaire, c'en est un muet. En fait, on s'intéresse peu à la doctrine chrétienne, sauf peut-être au moment de citer un verset en particulier, celui qui fait saigner les oreilles de toutes les féministes au Québec en ce moment. Je parle évidemment d'Éphésiens 5, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais il y a un autre homme... On a toute la chair de poule. Je vais juste le dire. Mais il y a un autre homme qui a un rôle encore plus important dans le documentaire, Andrew Tate. Puis lui, il est loin d'être muet. Et lui aussi dit que la femme doit se soumettre. Donc, Simon, Jésus, Andrew Tate, same thing. Je vais utiliser quelques expressions anglaises dans cet édito, là, parce que le franc-anglais, c'est la langue des masculinistes. Eh bien, rappelons d'emblée que ce n'est pas parce que tout citron est jaune et que, par exemple, ma voiture est jaune que ma voiture est un citron. Ou encore, ce n'est pas parce qu'Antoine est chauve et qu'Andrew Tate l'est aussi qu'Antoine est un masculiniste. Quoique ta femme est à la maison, je pense. Oui, mais ma femme est soumise juste pour une chose, c'est quand je lui dis de se tasser de la cuisine pour que je remplisse le lave-vaisselle. C'est correct, beau, ça? C'est beau, ça. On va dire. On va dire. Ça passe encore. On va dire ça comme ça. Mais sans blague, c'est clair qu'Antoine, même s'il est catholique, n'est pas un masculiniste comme Andrew Tate. Déjà, je soupçonne qu'il ne fait pas le même salaire, qu'il n'a pas la même shape et que tu n'as jamais fait d'exploitation sexuelle sur OnlyFans. Je me trompe, Antoine? Tout est vrai. Alors, si pour être un mâle alpha, il faut faire partie, comme le suggère le documentaire Andrew Tate, du 1% dans l'argent et le fitness, je vous garantis que les exigences chrétiennes sont plus basses. Déjà, Jésus, c'était pas le plus riche en ville. Ceci dit, une question demeure. On fait quoi de notre fameux verset « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Toi, Antoine, tu l'as dit, ta femme est soumise juste pour se tasser du lave-vaisselle. Pour le reste, ça va. Mais en tout cas, je voulais pas te mettre sur le hot seat. De toute manière, tu pourrais me rendre l'appareil. Suis-je soumise à mon mari? Alors, au risque de scandaliser nos millions d'auditeurs, oui, je crois en la parole d'Éphésiens 5. Okay. Mais rassurez-vous. Oui, j'ai déjà à dire dans quel sens tu y crois. Rassurez-vous, ça ne change pas grand-chose dans mon mariage, même si en même temps, ça change tout. Vous me suivez? Pas encore. En fait, ça ne change pas grand-chose parce que je vais vous donner un scoop. Mon mari et moi, on est pas mal d'accord sur toutes les décisions importantes de notre vie. Ben, c'est un petit peu pour ça qu'on s'est mariés. Bon, vous vous en doutez sûrement, c'est sûr que des fois, j'aurais envie de me trémousser toute la nuit au Dagobert en petit habit coquin, mais que par soumission à mon mari, je me retiens. Mais c'est le seul point de désaccord. Il n'en demeure pas moins que Éphésiens 5, malgré tout, change tout dans mon mariage. Bon, pourquoi? C'est que sans ce verset, je vous le garantis, il y aurait quand même un chef dans notre mariage. Parce que qu'on le veuille ou non, ça prend toujours un leader dans notre couple. La question revient seulement à qui? Or, sans Éphésiens 5, Madame ici présente, chef des bécosses par excellence, exercerait une tyrannie. Et pas sûr qu'on y gagnerait aux chances. Je le pense sincèrement, Éphésiens 5 sauve mon mariage. Cette parole biblique transforme mon regard, unit notre couple, surtout quand on connaît la suite de ce passage, quand saint Paul demande aux maris de se sacrifier pour leurs femmes, comme Christ l'a fait pour son Église. Est-ce que mes propos genrés vous heurtent? Ne vous inquiétez pas, le christianisme ne verse jamais dans la caricature. C'est sûr qu'il y a des rôles définis, puis Simon, il faut que je te l'avoue, là, c'est moi qui porte, accouche et allaite tous nos bébés. Pas sérieux. Tellement genré. Et c'est Pierre-Luc qui se lève 36 millions de fois pour aller me chercher de l'eau, une collation, un autre coussin quand je viens d'accoucher. Mais mon mari est aussi capable de changer des couches. Et moi, je pourvois aussi à ma famille, par exemple en ce moment même, où j'empile le gros cash grâce à cet édito. T'approches du 1% tranquillement. Là. Tranquillement, Lâche pas. un édito à la fois. Lâche pas. C'est juste plate que je le dépense aussi une fois à la fois. Mais revenons à Jésus. Est-il un mâle alpha ou non? Je dirais oui. Mais pas comme une caricature grossière. C'est l'alpha et l'oméga, non? Pas comme un tonus qui multiplie les clickbait sur les réseaux sociaux pour le fame. Jésus, c'est le vrai alpha, capable tout autant de remettre les pharisiens à leur place que de se sacrifier pour ceux qui l'aiment. Il est le plus grand et en même temps le plus humble. Il est l'alpha
Et là, m'égale. Désolé, j'ai volé ton punch, Laurence. Mon mari a dit qu'elle était trop prévisible. J'en ai un autre punch, c'est Jésus, quand ça dit « Voici l'homme », Voici l'homme, c'est pas tout à fait Andrew Tate, je pense, que Pilate montre, mais le vrai homme, c'est un homme torturé, en fait, souffrant. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour le magazine Le Verbe, merci pour ton édito. On apprenait cette semaine, grâce à un dossier de la presse, qu'à Montréal, au moins 36 garderies financées par l'État ont parmi leurs critères de sélection l'appartenance culturelle ou religieuse des enfants. Notre question de discussion choisie par Antoine Malenfant cette semaine, y a-t-il une place pour des garderies ethniques et religieuses? Antoine, difficile question. Oui, et la réponse est la même en ce qui me concerne. Là, peu importe la question qu'on pose ici, je réponds tout le temps la même affaire, oui et non. Hein? OK, oui et non. Commençons par le oui ou le non? Bon, je sais pas. Y a-t-il une... je vais garrocher des morceaux de réponse comme ça à gauche, à droite, puis vous pourrez réagir. Là, c'est ça le but de l'exercice. Y a-t-il une place? Oui, dans le sens où... moi, je pense que c'est normal que des parents, par exemple, arméniens ou égyptiens, ou je ne sais trop, ou italiens, désirent que leur enfant, leur poupon, parce que c'est des enfants en bas âge, là, de, je sais pas, quelques mois à 3-4 ans, soient élevés, soient éduqués dans un cadre culturel qui ressemble à ce qu'il y a à la maison, pour pas que l'enfant perde la culture qui est celle de la famille. Et même, j'irais jusqu'à dire que ce genre de garderie-là a le potentiel d'enrichir notre vie commune ici au Québec. Et je m'explique, par exemple, si j'habitais dans un quartier où il y a une forte population arménienne, je serais content que mon enfant fréquente ce genre de garderie-là pour pouvoir comprendre le monde dans lequel il évolue, les enfants avec qui il va aller à l'école pendant les années suivantes. Et je pense qu'il gagnerait beaucoup à fréquenter des enfants arméniens. Encore faut-il qu'il puisse y aller à cette garderie-là? Bien, c'est là que le bas blesse, Simon, parce que il y a eu semble avoir eu une faille là, dans les critères d'admissibilité dans ces garderies-là. Il faut quand même rectifier, là, puis c'est bien souligné dans l'article de la presse, que ça ne représente pas une majorité de garderies. Là. C'est 2 % des places sur l'île de Montréal là, qui font face à ce problème-là. C'est-à-dire, lequel problème est le suivant, c'est que ces garderies-là qui font une sélection sur la base d'ethnie ou de religion, de groupes communautaires, de communautés culturelles, il y a une exclusion des autres. Il y a parfois, je souligne, parfois une exclusion des non-membres. Ou une discrimination positive à tout le monde. Tout à fait. Et c'est là, je pense qu'on perd cette possibilité d'enrichissement mutuel. Et il faut quand même aussi souligner que dans la nouvelle formule de Ma Place 0-5 ans, la plateforme là, qui permet l'inscription aux garderies, qui va être en place normalement à l'automne 2025, cette faille-là devrait être réglée, puis il y aurait plus cette possibilité-là de mettre ce genre de critères-là d'admission. Évidemment, ça, c'est dans le cadre formel. Dans le cadre informel, j'imagine qu'il y a toutes sortes d'arrangements ou de détournements qui peuvent être opérés. Ça, on ne pourra jamais tout contrôler. Un autre problème qui est soulevé par ça, c'est que c'est des garderies subventionnées. Dans le cas de garderies non subventionnées, écoutez, qu'il y a une garderie qui promeuve telle ou telle valeur. Les parents se mettent ensemble pour mettre sur pied une garderie dans leur culture, leur valeur, leur vision du monde. On vit dans un monde pluraliste. Là, je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Ça serait difficile à éviter. Là où le problème, là où le bas blesse, encore une fois, c'est que si on décide collectivement d'investir dans un système, qui est le système des garderies ou des écoles, hein, parce que toute cette discussion-là est un prolongement de la discussion qu'on a eue sur les écoles il y a une couple de semaines avec Laurence, d'ailleurs. Si on accepte cet état-là, de fait, il faut être cohérent puis aller jusqu'au bout puis dire, OK, on va essayer d'être le moins discriminant possible. Faut faire attention aussi de prétendre qu'une garderie d'État pourrait être neutre. Il me semble que dans toute garderie, il y a des valeurs qui sont transmises, une langue, une culture, et de prétendre que les CPE seraient neutres, non, ils ont une vision du monde. Et puis peut-être c'est plus dangereux quand on n'est pas conscient, en fait, de la vision du monde qu'on transmet. Et on en transmet une, généralement celle de la majorité, en fait. Par exemple, moi, si j'étais athée puis j'envoyais mon enfant dans une garderie où les gens sont croyants puis vont parfois lire des textes bibliques, là, ou je sais pas trop, je sais pas comment ça se passe, ou des textes coraniques, ce qui m'inquiéterait plus, c'est si on m'en parlait pas ou si on faisait ça par en dessous. Que ce soit clair, les règles soient claires pour tout le monde, puis que ça soit transparent, là, je pense qu'on est des adultes, puis on peut se parler, puis on peut trouver des accommodements, finalement.
Non, puis il existe déjà aussi des garderies à vocation, mettons, plus verte ou les Montessori. Il y a une philosophie quand même derrière ces garderies-là. Puis Des ça pose garderies pas en de problème. espagnol, en anglais, par C'est exemple. ça, oui. Puis déjà, ça pose pas de problème. Mais comme vous avez dit tantôt, c'est plus les critères puis l'exclusion qui est l'enjeu ici, ouais. Laurence, t'envoies tes enfants à la garderie? Oui, mais j'ai rien à redire contre ma garderie. Là. Elle est vraiment excellente. Là. Puis à part le fait que justement ils apprennent l'espagnol et ils mangent des lentilles, je suis très satisfaite. Là, Donc, c'est un peu ethnique comme garderie, si je comprends bien. Oui, c'est des Colombiens là, qui s'occupent de mes enfants, mais c'est sûr que c'est une culture assez proche de la mienne. Là. C'est des catholiques. Mais moi, ce que j'entends, c'est... Je comprends l'idée qu'après, au privé, il y a possibilité de faire la garderie qu'on veut, mais pour connaître les prix du privé, ça reste que ça... C'est encore une fois le même débat que les écoles privées, là, c'est que c'est pas nécessairement accessible. Là. À Montessori, c'est quoi? C'est 80 par jour pour envoyer ces enfants-là? 80 $ versus 9 $ ce qu'on paye en ce moment pour une garderie subventionnée. Il faudrait que tu fasses 4-5 éditos par jour. Il faudrait que je sois là. Je vous dirais qu'il faudrait que je sois ici constamment là, pour pouvoir payer ça. Là. Fait que je suis embêtée parce que je comprends l'idée. Mais moi, je suis assez favorable à que l'État favorise une partie autant des écoles privées que peut-être éventuellement les garderies. Là. C'est peut-être bon de rappeler que les premiers éducateurs de l'enfant, c'est pas l'État, mais c'est les parents. Et les parents peuvent librement décider de déléguer une partie de l'éducation de leur enfant à d'autres personnes de leur choix, qui vont aussi les éduquer dans des valeurs, une langue, une culture, de leur choix aussi. Ça, c'est un choix qu'on a fait à l'époque. C'était au début des années 2000. Là, c'était le gouvernement de Pauline... Pauline Marois était responsable de ce dossier-là, mais elle était ministre, là. Elle n'était pas première ministre. Il y a un choix de société qui a été fait à ce moment-là, ou un choix par les parlementaires au nom de la société, plutôt, devrais-je dire, de financer le système plutôt que le choix des parents. Parce qu'on voulait justement avoir une base commune, un système commun qui permet... Tu sais, il y a une logique républicaine là-dedans qui peut se défendre. C'est le projet aussi de l'école en France, c'est le projet un peu aussi de l'école ici au Québec. Il n'y aura pas de société s'il n'y a aucun tronc commun. Ben, exactement, c'est l'idée d'un tronc commun. Puis, il y a quelque chose de noble, il y a quelque chose qui se défend là-dedans. Mais par contre, c'est vrai que ça réduit, il faut vivre avec le fait que ça réduit le pouvoir de décision des parents et ça atténue le fait que, normalement, le parent est le premier éducateur de l'enfant. Tu as bien raison, Simon. D'autres points qui vous frappent sur cet enjeu des garderies? Moi, en tout cas, je voyais qu'il y avait des garderies qui étaient plutôt, par exemple, pour protéger la culture autochtone dans une certaine partie de la région de Montréal. Puis je me dis, c'est pas fou. C'est une culture qui est minoritaire. Pour qu'elle se protège, il faut un peu qu'elle s'organise, qu'elle se mette ensemble. D'un autre côté, Antoine, en t'écoutant parler tout à l'heure, je me disais, si une garderie disait, nous, on est une garderie canadienne, française, blanche, puis on privilégie les Canadiens français blancs, il me semble que là, les gens réagiraient pas tout à fait positivement d'entendre ça. Bien, avec raison. Je reviens sur mon point, c'est qu'il y a une espèce de contrat, là, on accepte de vivre dans une société mixte, plurielle. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, puis en fait, assumer cette idée-là. Et c'est une question d'équilibre. Encore une fois, c'est pour ça que ma réponse est nuancée. Faut garder cet équilibre-là entre la préservation des cultures, puis le pape François en parlait. Il ne faut pas que l'éducation, ça soit un rouleau compresseur uniformisant, mais donc une préservation de toutes les fleurs du champ de fleurs sauvages. Là, c'est beau tes images jardinières. Alors, c'est une préservation de toutes les fleurs, de toutes les cultures et pour le bien de l'ensemble de la collectivité. Pour la biodiversité. Mais qui est, ouais, c'est ça, mais qui est une rencontre de toutes ces cultures-là aussi. Donc, l'équilibre peut se faire au sein d'une même garderie, au sein du système, pour justement qu'il y ait peut-être un ratio. Là, on pourrait garder la moitié des places pour les Arméniens de culture arménienne, puis le reste pour les gens du quartier, qu'ils soient arméniens ou non. Je prends un exemple des Arméniens. Merci à vous trois. Alors, la discussion est lancée et peut se poursuivre sur les réseaux sociaux, particulièrement sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. Antoine Malenfant, côté culture, tu as réussi un miracle dernièrement. Tu as réussi à faire lire des livres à des ados garçons en plus. Ouais, c'est pas un si grand exploit parce que mes enfants sont des, comment on dit ça, des bibliovores. Je le sais pas. Quoi? Non. C'est déjà des amateurs de lecture, en tout cas. Oui, ils lisent beaucoup.
Bibliophile, je pense que tu voulais c'est ça. dire. Il mange les livres. Je suis tombé sur un livre là, qui s'appelle Père Elijah, une apocalypse. C'était déjà un roman qui existait depuis quelques années. D'un auteur canadien. Ouais, Michael O'Brien, qui habite ici en Ontario. Et là, ils ont fait une version BD en 3 tomes de ce livre-là. C'est très bien fait. C'est une espèce de saga d'un prêtre qui se fait demander par le pape d'aller, c'est un carme, je pense, hein, un frère carme, d'aller en mission pour essayer de convaincre le dirigeant d'une espèce d'organisation interétatique qui est en train de contrôler le monde par une espèce de soft power. Là. On est dans une espèce d'utopie, là, mais de dystopie, mais Ben, qui ça est pas si s'appelle loin. Une apocalypse. Donc, c'est la fin des temps, là, on le sent, en tout cas, ça chauffe un peu, là, mais bref, c'est captivant ce qui se passe, toutes sortes d'aventures. Ce prêtre-là se fait donner justement une mission qui essaie de poursuivre, mais ce qui est surtout à retenir de cette histoire-là, Simon, c'est que le bien, le mal, c'est facile de voir là, dans le monde ce qui va bien, ce qui va mal, les méchants, les bons. Mais tout au long de cette œuvre-là, on voit bien que cette fracture-là ou cette dualité-là, elle traverse d'abord et avant tout le cœur de chacun et le cœur de notre héros qui est torturé, qui vit des difficultés, des combats spirituels intérieurs. Donc, ça s'appelle Père Elijah, une apocalypse. Il y a 3 tomes, 1, 2, 3. 1, 2, 3, le dernier vient de sortir, disponible ici, ça s'appelle Révélation, c'est chez Salvatore. C'est Salvatore. Merci Antoine. Cette semaine, on se laisse sur la chanson Badly de l'auteur-compositeur-interprète québécois Benoît Pinette, alias Tire le Coyote. C'est tiré de son plus récent album Dynastie, sorti le 4 octobre dernier. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que vous pouvez aussi toujours vous abonner au magazine Le Verbe qui conjugue foi et culture contemporaine, des enjeux de société et de spiritualité. L'abonnement est toujours gratuit, il suffit de visiter leverbe.com pour s'abonner. Pour écouter, commenter cette émission, eh bien, rendez-vous sur la page YouTube du Verbe Média. Merci spécialement à Marianne Martin et Marie Laliberté à la technique cette semaine. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. De ceux qui n'ont plus le choix, car tes antennes s'allongent là où s'élance le désordre des sens, les émeutes dans ta voix. Et je t'entends dire, j'excelle à l'amour, j'excelle à la haine. C'est entre les deux que je paralyse, que je paralyse.